Si on a déjà les yeux fermés, peut-être qu'on peut les rouvrir quelques instants et vraiment vivre consciemment le moment de passer des yeux ouverts à fermés. Qu'est-ce qui change dans les perceptions, dans le rapport au corps, perception du corps? Qu'est-ce qui change dans les contacts visuels? Et puis peut-être que ça change quelque chose aussi sur l'état d'esprit. Chez certaines personnes, ça va peut-être être un soulagement, une sensation de repos. Et puis chez d'autres, ça va peut-être être le moment où, ah ça y est, je ferme les yeux, il faut que je médite, il faut que je me concentre. Ça commence. Rien qui commence, rien à faire, rien à réussir. Peut-être qu'en cette fin de journée et de semaine, on peut venir prendre plus précisément des nouvelles du corps. Est-ce que l'expérience du corps est confortable ou inconfortable juste maintenant? Ça dépend peut-être des endroits. Est-ce que c'est plutôt calme ou plutôt agité dans le corps à cet instant? Plutôt tendu, détendu? Est-ce que c'est pareil à gauche, à droite, en haut, en bas? Et puis on peut prendre des nouvelles du cœur en cette fin de semaine, de journée. C'est quoi l'expérience émotionnelle de l'instant?
Et si c'est pas très clair, je peux laisser les choses être pas très claires. J'ai pas besoin de les préciser ou de répondre vraiment à cette question. Et quelles sont les nouvelles de ce que j'appelle l'esprit? Pensée, qualité d'attention. Est-ce que c'est agréable ou désagréable? Est-ce qu'il y a plutôt de la résistance ou de l'accueil? Et puis à nouveau, si c'est possible, le corps, la posture du corps, la manière dont il se dépose sur le sol, sur la chaise, le coussin. Le souffle, comment est le souffle? Plutôt lent, rapide, long, court, difficile, aisé. Jusqu'où est-ce que je perçois les sensations liées au souffle? Est-ce que c'est juste les narines, la gorge, la cage thoracique, l'abdomen, ou peut-être il y a aussi les épaules, les fesses, les mains, tout le corps? Jusqu'où je peux percevoir la présence du souffle dans le corps?
puis je peux m'amuser à voir si il y a des parties du corps où vraiment je ne sens pas du tout la présence du souffle. Et puis en gardant le corps comme soutien, comme fondement, je peux venir ouvrir l'attention au son, à tous les sons qui apparaissent, durent un temps, disparaissent. Dans le corps, autour du corps. L'attention va certainement vagabonder de ci, de là par moment ou très souvent. Aucun problème avec ça, mais juste pour ces quelques instants de pratique, j'essaye de voir s'il est possible d'offrir un soin, une attention particulière au contact sonore. Et au silence entre les sons. Est-ce qu'il y a des pensées, des étiquettes qui apparaissent liées au son ?
Est-ce qu'il y a des sons continus, discontinus, répétitifs? Aigus, graves, agréables, désagréables? Est-ce que je peux voir comme il y a le silence et comme un son émerge et retourne au silence? Et je peux à chaque instant me fier à mon intelligence intuitive pour me laisser sentir si la proposition pratique est bonne pour moi à cet instant, si elle est possible ou s'il y a une autre priorité ou un autre appel. J'essaye du mieux que je peux de ne pas me faire violence. Et puis si ça va avec cette attention au son, je peux peut-être m'amuser à sentir où exactement se fait Hmm. Où est-ce que j'ai l'impression d'entendre le son? Est-ce que c'est à la porte des oreilles? Est-ce que c'est à l'extérieur du corps? Est-ce que c'est à l'intérieur du corps? Où se déploient les sensations sonores?
Est-ce qu'il est possible qu'il n'y ait que le corps qui entend et l'entendu? Et peut-être avoir parfois ou souvent la chance d'observer comme un contact sonore entraîne une pensée et puis une construction et une autre construction et une histoire. Joie de pouvoir être témoin de cela. Et peut-être que pour quelques secondes ou dixièmes de seconde par moment, il n'y a que les sons et le corps qui les perçoit. Et pour les dernières minutes de cette pratique, eh bien, restez là avec les sons. Si c'est possible, si c'est pertinent, peut-être ne plus rien faire, peut-être revenir au corps. Chacune et chacun voit pour elle et lui-même ce qui est bon, ce qui est juste.
le son de ma voix qui apparaît et disparaît. La fin du silence. La fin du son. Et puis voir si l'expérience change avec ma voix qui annonce la fin de cette demi-heure de pratique. Est-ce que ça change dans le corps, le cœur, l'esprit? Lentement se remettre peut-être en mouvement, rouvrir les yeux. Et essayer autant que possible de garder encore un peu ce soin pour les sons, pour le corps, pour le moment présent. Et puis ce soir, je suis pas chez moi, alors j'ai pas de livre et je vais vous lire juste 3 extraits du Gardeur de troupeau de Fernando Pessoa, donc de la poésie. Et alors, vous pouvez être attentive au texte ou juste au son de la voix. Est-ce que c'est possible même d'être attentive aux deux vraiment en même temps, au fond et à la forme? Pas sûr. Encore un moment d'expérience peut-être. Le Tage est plus beau que la rivière qui traverse mon village. Mais le Tage n'est pas plus beau que la rivière qui traverse mon village, parce que le Tage n'est pas la rivière qui traverse mon village. Le Tage porte de grands navires, et à ce jour il y navigue encore, pour ceux qui voient partout ce qui n'y est pas, le souvenir des nefs anciennes. Le Tage descend d'Espagne et le Tage se jette dans la mer au Portugal. Tout le monde sait ça. Mais bien peu savent quelle est la rivière de mon village, et où elle va, et d'où elle vient. Et par là même, parce qu'elle appartient à moins de monde, elle est plus libre et plus grande, la rivière de mon village. Par le Tage, on va vers le monde. Au-delà du Tage, il y a l'Amérique, et la fortune pour ceux qui la trouvent. Nul n'a jamais pensé à ce qui pouvait bien exister au-delà de la rivière de mon village. La rivière de mon village ne fait penser à rien. Celui qui se trouve auprès d'elle est auprès d'elle, tout simplement. Si je pouvais croquer la terre entière et lui trouver un goût, j'en serais plus heureux un instant. Mais ce n'est pas toujours que je veux être heureux. Il faut être malheureux de temps à autre, afin de pouvoir être naturel. D'ailleurs, il ne fait pas tous les jours soleil, et la pluie, si elle vient à manquer très fort, on l'appelle. C'est pourquoi je prends le malheur avec le bonheur, naturellement, en homme qui ne s'étonne pas qu'il y ait des montagnes et des plaines avec de l'herbe et des rochers. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit naturel et calme, dans le bonheur comme dans le malheur. C'est sentir comme on regarde, penser comme l'on marche, et, à l'article de la mort, se souvenir que le jour meurt, que le couchant est beau et belle la nuit qui demeure. Puisqu'il en est ainsi, ainsi soit-il.
Tel un homme qui par un jour d'été ouvre la porte de sa maison et qui de tout son visage est à l'affût de la chaleur des champs, il advient que tout à coup la nature me frappe de plein fouet au visage de mes sens, et moi j'en garde trouble et confusion, essayant de comprendre je ne sais quoi ni comme. Mais qui donc a voulu que je cherche à comprendre? Qui donc m'a dit qu'il y avait quelque chose à comprendre? Lorsque l'été passe sur mon visage, la main légère et chaude de sa brise, je n'ai qu'à éprouver du plaisir de ce qu'elle soit la brise, ou à éprouver du déplaisir de ce qu'elle soit chaude, et de quelque manière que je l'éprouve, c'est ainsi, puisqu'ainsi je l'éprouve, qu'il est de mon devoir de l'éprouver. Et ma petite proposition pratique pour la semaine, ce serait de garder un peu en cœur cette dernière phrase, et puis face à ce qu'on éprouve, que ce soit agréable ou désagréable, se dire c'est ainsi que je l'éprouve, et c'est donc que c'est mon devoir de l'éprouver ainsi, et pas autrement. Tout est là. Il le disait mieux, c'était quoi exactement qu'il disait ? De quelque manière que je l'éprouve, c'est ainsi, puisqu'ainsi je l'éprouve, qu'il est de mon devoir de l'éprouver.